Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. Grosse semaine qui s'annonce. Bon, commençons par les derniers développements dans l'affaire Charlie Kirk. Beaucoup de choses à dire parce que c'est un événement qui, je pense, va être un pivot, là, un peu esquissé la semaine dernière. Je me fais de plus en plus à l'idée que ça sera peut-être pour une génération de jeunes conservateurs ce que l'assassinat de Martin Luther King a été pour une génération de jeunes progressistes à la fin des années 60. Et le parallèle tient. Et on ne l'a pas dit la semaine dernière, mais dans un contexte qui était doublement explosif. D'abord parce que c'est les États-Unis que l'on connaît. Et ensuite, on en a beaucoup moins parlé au Canada, mais depuis peut-être quelques jours et avant que Charlie Kirk soit tué, il y avait aux États-Unis une affaire qui grondait, qui était le meurtre d'une jeune Ukrainienne. Ça s'est passé au mois d'août dans un tram à Charlotte, meurtre d'une jeune Ukrainienne par un Afro-Américain. Alors, il y a beaucoup de spéculations sur ce qu'il aurait dit au moment de la tuer, mais surtout, il y avait chez les républicains, au sein des forces MAGA, une espèce de voix grandissante à l'effet que on faisait comme si ce genre de choses n'arrivait pas aux États-Unis, comme si ce genre de... Parce que plusieurs médias ne l'avaient pas couvert après 5, 6, 7 jours. Plusieurs médias n'avaient pas un article là-dessus, là. Non seulement 5, 6, 7 jours, mais ça s'est passé le 22 août. Et on a commencé à en parler au début septembre. Hors des crimes crapuleux aux États-Unis, il y en a tous les jours. Les statistiques, inutiles de le répéter, sont conséquentes. Terrible. Alors, la pauvre fille s'assoit dans le train, par hasard, derrière elle, il y a le gars en question... qui souffre peut-être d'enjeux de santé mentale. Mais il faut ajouter à ça, Mario, dans le contexte, que immédiatement, un groupe de sociofinancement s'est mis en ligne pour voler à la défense de D. Carlos Brown, c'est son nom, en disant qu'il était peut-être dans cette affaire la victime, que dans le fond, c'était une victime du système. Alors, c'est un multirécidiviste qui a été plusieurs fois incarcéré, plusieurs fois écroué justement pour des actes violents et qui est en liberté, tue quelqu'un. Et donc, je parlais de cette espèce de concert grandissant chez les forces républicaines, mais particulièrement MAGA, qui disent, est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures aux États-Unis? Est-ce que, par exemple, légitimement, quand l'affaire Floyd arrive, il y a des gens qui s'indignent, qui descendent dans la rue, et quand inversement, on a un crime comme celui-là, on fait le silence aussi sciemment, comme pour nier une partie du réel. Donc, c'est dans ce contexte, dès qu'on est à la frontière du racisme et de ce qu'on ravive de vieilles plaies qui aux États-Unis sont toujours à vif, c'est dans ce contexte-là qu'arrive le meurtre de Kirk avec, du côté, appelons-les, si on le veut, des forces de gauche, quelques voix pour dire il n'a eu que ce qu'il méritait. Alors, tout ça, ça rend l'affaire évidemment encore plus fissible. Ouais. Et de l'autre côté de l'Atlantique aussi, en Angleterre, en fin de semaine, au Royaume-Uni, il y a eu des manifestations. Là, on est plus dans l'anti-immigration. Mais c'est lié, c'est-à-dire que c'est lié. Et quand je dis, il faut se faire à l'idée que c'est un moment pivot, ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis. En Angleterre, mobilisation de 150 000 personnes à l'appel de Tommy Morrison à ne pas du tout lier d'une manière ou d'une autre avec la personne qui a été arrêtée pour avoir tué Monsieur Kirk. Tommy Robinson. Robinson. Tommy Robinson qui est connu en Angleterre pour être, un porte-parole de ce qu'on appelle l'extrême droite et qui a déjà été dans des mouvements hooligans, mais la tendance ou la tentation cette semaine ou ce week-end, c'était de dire il a organisé un mouvement qui lui ressemble derrière. Or, essentiellement, ce qu'on a vu d'abord, c'est 150 000 personnes, c'est beaucoup de monde, qui sont sortis sur l'affaire de Kirk en disant nous sommes consternés en Angleterre, mais aussi sur les questions migratoires qui demeurent en Angleterre et partout en Europe fondamentales, même si elles sont souvent un peu occultées, invisibilisées, mais là, difficile d'invisibiliser une foule de 150 000 personnes. C'est vrai en Allemagne aussi, on en parle à répétition. C'est l'enjeu
autour duquel vont continuer de se faire les campagnes électorales en France prochainement. Tu sais, le gouvernement est tombé sur un enjeu budgétaire, mais fondamentalement, les lignes de découpe, c'est les lignes sur l'immigration. Et est-ce que les partis politiques sont en mesure de reconnaître que c'est un enjeu pour une partie importante de l'électorat? En Angleterre, en fin de semaine, c'était la preuve que tu ne peux pas passer l'affaire sous le tapis. Et dans un moment politique pour le gouvernement qui est en place, avec une forte majorité élue il y a moins d'1 an, où il est derrière un parti qui n'existe à peu près pas au Parlement, le parti de M. Farage, qui est dans les sondages donné premier et qui se définit uniquement ou à peu près uniquement sur la question migratoire. Et j'ajoute à notre petite semaine, demain, qui arrive en Angleterre? C'est Trump. Le Donald. Qui va être accueilli par le roi. Accueilli par le roi. Du Canada. C'est ça. Celui-là, accueilli par le roi et pour une deuxième visite d'État. Ça avait été le cadeau que Keir Starmer avait présenté à Donald Trump quand il est venu le voir le printemps dernier pour bien montrer qu'entre l'Angleterre et les États-Unis, le courant passait. On pourrait dire que ça a peut-être fonctionné puisqu'il y a apparemment une entente commerciale qui lie l'Angleterre aux États-Unis. Il ne paie pas autant de droits de douane que plusieurs des autres pays qui les environnent ici en Europe, mais c'est aussi pour les prochains jours, ça sera le théâtre peut-être de moments qui pourraient ressembler à ce qu'on a vu le week-end dernier. Il y aura certainement autour de la visite de Donald Trump beaucoup d'actions dans les rues en Angleterre et à Londres particulièrement, d'autant qu'on annonce le plus grand déploiement de sécurité au Royaume-Uni depuis le couronnement du roi Charles, celui-là même qui va l'accueillir. Et ça me fait aussi me souvenir de ce que vendredi, de quoi parlions-nous? De la sécurité. Tu vois, tu nous décrivais l'ampleur des coûts de sécurité pour protéger les élus, les juges, mais le sujet, toi, tu nous disais que c'était déjà énorme, mais si je comprends bien, on n'a peut-être pas tout vu, là. Passé, Donald Trump qui a dit en fin de semaine pour les juges de la Cour suprême, il va falloir augmenter ce qu'on a mis à leur disposition. C'était quoi? Tu te souviens-tu par cœur? Je pense qu'on est 150 millions, je pense, pour les juges, pour 9 juges. De police, pour sécuriser évidemment la Cour suprême, pour les juges qui sont accompagnés pour les 9, 24/7 d'une sécurité, donc le service des marshals qui les Et donc protège. le 150 millions étant insuffisant, on va passer à 200. Passer à 200 et il y a une impasse budgétaire au Congrès, comme ça arrive 3 fois par année. On ne s'entend pas sur l'idée de relever le plafond de la dette et une des manières de repousser l'échéance, pour l'instant c'est fin septembre, une des manières de repousser l'échéance, de gagner encore un peu de temps, comme on le fait toujours d'ailleurs entre républicains et démocrates, et de repousser ça en novembre, c'est qu'il y ait un consensus entre démocrates et républicains sur l'idée que ça va prendre plus d'argent au Congrès pour assurer la sécurité. Ils sont là à près d'1 milliard de dollars dépensés par année par la police du Congrès pour que les représentants et sénateurs soient en sécurité. Mais c'est pas tellement une envie statistique qui m'animait ce matin, parce que on pourrait en dérouler des statistiques. C'est qu'il est jugé normal que des gens qui prennent la parole, des gens qui sont des acteurs dans l'espace public, soient protégés 24/7 parce qu'ils mettent leur vie en danger pour débattre politiquement, pour échanger des idées. Et c'est comme si on préparait les barricades. Tu sais, chacun est en train de fermer les écoutilles, de se protéger, se disant, ben il y a plus d'espace de débat. D'ailleurs, c'est vrai des médias aux États-Unis. Tu ne te retrouves jamais sur la même plateforme en face de ton adversaire politique. C'est d'un réseau à l'autre qu'on s'insulte. Des gens sont chez Fox, très confortables entre eux, et parlent à leurs vis-à-vis qui sont à CNN ou ils sont à CNBC. Mais des espaces où il est possible encore, ça arrive ponctuellement, de discuter. Il y en a de moins en moins. Et on est de plus en plus armé parce que le dernier mot, ce n'est plus souvent le dernier mot, mais c'est le dernier coup tiré. Et là, c'est pas une métaphore. Et là. Hey, merci Stéphane. À demain. Salut Mario.